Bonsoir à tous, bonsoir Sonia, bonsoir et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. La crise oblige, le gouvernement a fortement révisé à la baisse sa prévision de croissance entre 0,2 et 0,5%. Le risque d'une récession annoncée par le FMI se confirme avec un déficit qui va sortir de la limite de Maastricht. Alors que la Banque Centrale Européenne baisse à nouveau son principal taux directeur d'un demi-point, Nicolas Sarkozy évalue le coût de la crise pour l'Europe à 800 milliards d'euros. À Paris, recul de la bourse de plus de 6% aujourd'hui. Bernard Kouchner se rendra à Washington mardi pour proposer un nouveau partenariat entre l'Europe et les États-Unis, mais il n'est pas sûr encore qu'il rencontre Barack Obama. Les militants socialistes sur le chemin des urnes depuis une heure maintenant. L'arrivée du tiercé au bris de la nouée royale paraît très incertaine et plusieurs leaders du PS redoutent, ils le disent encore aujourd'hui, magouille et combinaison en cas de résultats très serrés. Nos invités ce soir à 18h, Sonia. Et on reçoit l'historien et démographe Emmanuel Todd, l'économiste Nicolas Bavré, et puis vont nous rejoindre aussi sur ce plateau Jean Arthuis, le président de la commission des finances du Sénat, et Nicole Bricq, la vice-présidente de cette commission. Et puis d'abord, cette information qui peut surprendre alors que la garde des Sceaux, Rachida Dati, met en œuvre une politique sécuritaire avec des peines planchées et qu'il n'y a plus de grâce collective le 14 juillet, eh bien une expérimentation dans certaines maisons d'arrêt vise à libérer avant la fin de leur peine certains détenus. Thomas Raguet. Un bracelet en guise de sortie. Depuis le 1er novembre, 15 maisons d'arrêt sont concernées. Pour le ministère, il s'agit surtout de préparer les détenus à la sortie. On lutte contre la récidive en favorisant la réinsertion du détenu. Un détenu qui purge ses 4 derniers mois de peine de prison à son domicile avec un bracelet électronique, ça lui permet de retrouver une vie de famille, ça lui permet de retrouver un emploi. Et le ministère souhaite voir ce système généralisé. Cette expérimentation préfigure en effet les dispositions prises par le projet de loi pénitentiaire qui sera examiné en début d'année par le Parlement. Mais pour les juges d'application des peines, c'est un passage en force. C'est un passage en force avant que les parlementaires n'aient quoi que ce soit à dire. C'est un passage en force à travers les services. Un passage en force qui est faussé parce qu'on y met des moyens qu'on n'aura jamais après que l'expérimentation soit faite. Il y a un passage en force particulièrement risqué pour les juges d'application des peines actuellement, puisqu'il n'y a aucun texte qui permet à un juge d'appliquer ce texte. Des décisions d'importance à prendre sur la base d'une simple circulaire ministérielle, les juges n'en veulent pas et dénoncent une grâce déguisée pour désengorger les prisons. Le ministère, pour sa part, indique qu'il y mettra les moyens. 19 juges d'application des peines à la cour d'appel de Douai ont quant à eux signé une motion pour refuser d'appliquer cette circulaire. Le gouvernement révise ses chiffres économiques d'abord sur la croissance. Mais ce n'est pas la croissance zéro, mais presque. Les prévisions de Christine Lagarde tablent sur une croissance entre 0,2 et 0,5%, nettement en dessous des 1% annoncés précédemment. Le déficit public, quant à lui, est revu à la hausse, une révision qui s'imposait compte tenu de la crise. Nicolas Béard. Le gouvernement devra revoir sa copie sur le budget. Les prévisions de croissance de 1% sont officiellement dépassées. Du propre aveu de la ministre de l'économie, elle sera plutôt comprise entre 0,2 et 0,5%. C'est une prévision qui est lucide. Je vous rappelle qu'elle est quand même entre 0,2 et 0,5%. Elle est positive, mais elle est lucide. Nos économies traversent une situation de crise internationale financière jamais vue. Pas de croissance donc, ou presque. Le volet recettes du budget 2009 sera donc modifié. Conséquence directe, le déficit public se creusera. Parce que l'impôt sur les sociétés sera probablement affecté, et notamment dans le domaine des établissements financiers, parce que la consommation est un peu moins forte, donc il y a un peu moins de recettes de TVA. Ça donnera à peu près un déficit public de 2,9% contre 2,7% qui était attendu. Mais en 2009, il devrait s'élever à 3,1%, soit au-delà des critères du pacte européen de stabilité. Bruxelles envisage d'ailleurs plutôt 3,5% de déficit pour la même année. Le gouvernement, lui, veut rester optimiste pour l'avenir. Pour 2011 et 2012, il table sur une croissance de 2,5% et sur un déficit ramené à 1,9 puis à 1,2 points. Peut-être un peu trop optimiste pour l'opposition. Il faudra certainement que la prévision de croissance soit encore revue à la baisse. Il faudra certainement que le déficit soit revu à la hausse et que la dette soit revue à la hausse.
Malgré tout, un peu d'air est arrivé cet après-midi. La Banque Centrale Européenne a baissé à 3,25% son principal taux directeur, mais au même moment, le FMI a estimé que la France entrera en récession en 2009. Définitivement, la crise se poursuit. Voilà, nous avons vu Nicole Bricq dans ce sujet. Elle vient de nous rejoindre pour intervenir dans cette édition. Vous êtes extraite en quelque sorte de la séance pour commenter ces chiffres sur la croissance et sur l'aggravation des déficits. L'économie réelle, comme l'on dit maintenant, durement touchée. À l'instant, le constructeur Airbus annonce avoir enregistré 71 annulations de commandes pour le seul mois d'octobre. La grève des conducteurs aujourd'hui à la SNCF a été plutôt bien suivie. Oui, le trafic ferroviaire était assez perturbé aujourd'hui en raison donc de cette grève lancée par Sud et la CGT chez les conducteurs de train. Ils protestent contre une modification de leurs conditions de travail dans le fret. 39% des personnels participaient au mouvement. À la mi-journée, 55% selon la CGT. Et puis cette autre nouvelle, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui félicite Barack Obama pour son élection. Un message qui intervient alors que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis près de 30 ans. Les militants socialistes donc aux urnes aujourd'hui avant le congrès de Reims. Oui, aujourd'hui se joue la pièce maîtresse pour la succession de François Hollande à la tête du parti depuis 17h et jusqu'à 22h. Quelques 200 000 adhérents du PS sont appelés aux urnes pour départager les 6 motions déposées par les différents candidats. Une procédure de vote un peu complexe. Les 167 000 adhérents du PS sont appelés à voter dans leur section à partir de 17h pour départager les 6 motions présentées par Bertrand Delanoë, Benoît Hamon, Ségolène Royal, Martine Aubry, Géraud Guibert et Franck Pupuna. La direction du parti s'attend à une importante participation car l'enjeu est de taille. Tout d'abord, le score des motions doit permettre de former la future direction du parti et par voie de conséquence d'anticiper sur le prochain vote des militants, celui du 20 novembre qui désignera le premier secrétaire. Concrètement, si ce jeudi, une motion arrive avec plus de 50% des voix, comme l'espère Bertrand Delanoë, toujours favori dans les sondages, il sera presque acquis que les militants le désigneront pour diriger le parti. Mais si 3 motions arrivent au coude à coude, par exemple Bertrand Delanoë, Martine Aubry et Ségolène Royal, tout reste à faire pour celui ou celle qui veut devenir premier secrétaire, alliance, arrangement, petite combinaison. Le résultat du vote sur les motions sera connu dans la nuit du 6 novembre. Mais évidemment, du temps s'est écoulé entre la rédaction des motions et le vote aujourd'hui, notamment la crise est passée par là. Oui, face à cette crise économique et financière majeure, les différentes motions tentent de s'adapter tant bien que mal. Pour certains, seul un paragraphe est consacré à cette crise. Pierre Bonne-Joseph. Ceux qui chercheraient à départager les motions sur les solutions qu'elles proposent à la crise financière auront peut-être du mal. Bertrand Delanoë consacre au sujet un court paragraphe. Réforme des agences de notation, transparence des paradis fiscaux, des solutions proches de celles retenues par le chef de l'État. La maire de Lille, Martine Aubry, n'est pas plus prolixe. Elle est pourtant la seule à proposer d'instaurer une taxe sur les marchés financiers qui rappelle, sans la nommer, le projet de taxe Tobin. Ségolène Royal et les 23 autres premiers signataires de sa motion sont peut-être les moins complets. Au total, 3 petites propositions pour contrer la crise financière. Finalement, c'est sans surprise la solution proposée par Benoît Hamon qui apparaît la plus complète et la plus radicale. La motion C envisage carrément de tourner le dos au libre-échange qualifié de dangereux. À la décharge de leurs auteurs, les textes présentés aux militants ont été rédigés pendant l'été, au moment où les premiers effets de la crise financière commençaient tout juste à se faire sentir. Du danger des nouveaux médias sur la jeunesse, c'est l'objet d'un rapport sénatorial. L'auteur, David Assouline, propose une initiation aux nouvelles technologies dès les classes de 4e et de seconde. Objectif, mettre l'école à l'heure du numérique. On écoute le sénateur. Je propose qu'il y ait un module d'une dizaine d'heures en 4e et en seconde obligatoire d'éducation aux médias. Je propose que les professeurs documentalistes aient une fonction de maître d'œuvre de cette éducation dans chaque collège et lycée en étant des coordonnateurs de cette éducation qui doit être intégrée à l'ensemble des matières avec des supports des nouveaux médias. Voilà, le sénateur David Assouline, donc, et son rapport attendu sur le danger des nouveaux médias.
Les inégalités sociales persistent, voire s'aggravent en France. Emmanuel Todd, ça va vous intéresser, c'est ce que confirme aujourd'hui même l'INSEE. Oui, chaque année l'Institut fait donc le bilan de la redistribution des richesses en France. C'est ce qu'on appelle le portrait social de la France. Et dans son édition 2008, eh bien l'INSEE insiste sur la persistance des inégalités sociales. Anne-Louise de Rohan. L'inflation touche les plus pauvres, surtout dans les campagnes. En un an, les habitants des communes rurales ont connu une hausse des prix de 4%. Un chiffre plus élevé que la moyenne nationale. Ce sont les ménages qui ont le plus de produits énergétiques, le plus de produits alimentaires dans leur budget, qui ont été davantage soumis à l'inflation, du fait que l'inflation globale a été tirée par l'évolution des prix de ces postes de consommation. Plus inquiétant encore, le taux de mortalité qui continue à être très différent selon les métiers. Et malgré de meilleures conditions sanitaires, un écart important puisqu'un cadre a 7 ans d'espérance de vie de plus qu'un ouvrier. C'est des gens de la génération du baby-boom, c'est des gens qui ont eu une vie heureuse. Ils sont entrés sur le marché du travail quand il n'y avait pas de chômage, ils ont eu peu de chômage dans leur vie et ils ont eu aussi un gros progrès du point de vue de leur situation sociale et de leur patrimoine. Ce sont les générations qui ont vécu l'ascension sociale. Une bonne nouvelle quand même, on est heureux plus vieux et quels que soient les revenus. Après un cap difficile autour de la quarantaine, la courbe du bonheur s'élève à partir de 60 ans. Mais pour des raisons qui pourraient être purement générationnelles. C'est le fait de conditions de travail, que ce soit des conditions physiques ou des conditions psychologiques, qui sont plus dures. D'ailleurs, on sait que les accidents de travail, bien sûr, sont plus fréquents chez les ouvriers de la métallurgie que chez les professeurs de l'enseignement supérieur. Pas sûr alors que les enfants de la crise, eux, puissent en dire autant. Attention donc, n'attendez pas 60 ans pour être heureux. Voilà tout de suite la suite du 18h. Donc Barack Obama, grande victoire, nous l'avons beaucoup dit, mais des défis qui le sont beaucoup plus encore face à la crise. La crise qui va dégrader en France croissance et déficit, comme le reconnaît aujourd'hui le gouvernement. Et on voit tout ça avec nos invités Jean Arthuis et Nicole Bricq, président et vice-président de la Commission des finances du Sénat, et puis l'économiste Nicolas Bavray, et puis l'historien et démographe Emmanuel Todd. À tout de suite. Emmanuel Todd, bonsoir. Bonsoir. Vous vous interrogez dans votre dernier livre, Après la démocratie, sur une fin possible d'ailleurs de la démocratie. Est-ce qu'on n'a pas l'exemple inverse aujourd'hui avec l'exemple d'une démocratie revivifiée en Amérique ? C'est une vaste question pour les États-Unis. Je parle un peu des États-Unis, de la question raciale, de la question du rapport ambigu du racisme à la démocratie aux États-Unis. Mais le sujet du livre, c'est plutôt la France, oui. Et c'est la fin de la démocratie en France dont il est question. Est-ce qu'il faut... Et là, je trouve qu'on est en plein dans l'actualité, puisque en allant très vite, ce qui menace la démocratie dans les faits, c'est le libre-échange maintenant. C'est-à-dire c'est le maintien d'une politique économique qui creuse les inégalités, qui amène à la dépression mondiale, et des élites, une classe politique qui n'est pas capable de concevoir autre chose. Et donc en fait, en allant au plus direct dans le livre, il va falloir choisir. C'est-à-dire soit on renonce au libre-échange et on commence à élaborer une politique européenne protectionniste qui permet de relancer les salaires et de réconcilier les citoyens avec la démocratie. C'est un peu, si j'ai compris, ce que veut faire Benoît Hamon, en fait. Ouais. Soit on supprime le suffrage universel. C'est ce que veut faire peut-être Barack Obama pour les États-Unis, puisqu'on parle du retour du protectionnisme. Oui, mais dans le cas des États-Unis, d'abord, il faut penser le protectionnisme sur un mode coopératif entre grandes zones continentales. Ouais. Mais pour l'Europe, ça serait techniquement facile parce que la base productive est encore puissante. Aux États-Unis, avec le déficit commercial américain, le retour à du protectionnisme implique, dans un premier temps, une baisse substantielle du niveau de vie, que j'évalue à 20%. Donc c'est quelque chose qui demanderait beaucoup de courage pour un président. Donc la problématique est tout à fait différente. Moi, je suis partisan d'aider les Américains, dans l'hypothèse d'un passage généralisé au protectionnisme, je suis partisan d'un plan Marshall pour les États-Unis, pour les aider à surmonter la période de transition. Nicolas Bavray, c'est l'inverse. Le protectionnisme n'est pas pour vous la solution. Oui, mais pour repartir de votre question et qui était sur la démocratie, j'allais dire... vous signalez dans votre livre, effectivement, qu'il y a un danger qu'elle disparaisse, en route vers le futur. Non, ce que j'explique, c'est que comme dans toute période de déflation, ça nous ramène à la crise économique.
une crise violemment déflationniste comme celle que nous connaissons pose des risques réels et des risques économiques évidents, mais aussi des risques politiques, de populisme, d'extrémisme, et puis également donc des risques concernant le protectionnisme. Pour ce qui est de la fin de la démocratie, vous avez pointé qu'il y a un paradoxe pour les États-Unis aujourd'hui avec ce qu'on a connu, c'est-à-dire l'arrivée d'abord deux excellents candidats avant la mécanique des primaires. Donc il y a quand même eu plus de gens que jamais qui sont allés voter, y compris des jeunes, des gens qui étaient exclus. Et comme l'a relevé John McCain lui-même, une des significations de la victoire d'Obama, c'est que des gens qui désespéraient de la politique sont allés voter. Mais j'insiste, il se trouve qu'en 2007, il s'est passé la même chose en France. On a eu un taux de participation record, et ça n'est pas allé seulement sur le candidat qui a été élu. On a des gens qui ne croyaient plus à la politique qui sont allés voter pour les uns ou pour les autres. On avait eu au sein du Parti socialiste des primaires qui avaient quand même pas mal mobilisé, qui était une innovation. Donc je crois que cette idée que la démocratie appartiendrait au passé en France est aussi une idée qui est fausse. Et enfin, et dernier élément juste sur la mondialisation, c'est, je crois, une idée, là encore, erronée que de croire que la mondialisation serait une espèce de loi d'airain, qu'un rouleau compresseur qui écraserait les nations. On voit exactement l'inverse. Plus on mondialise, plus les technologies et les marchés s'universalisent, et plus on a des traits culturels qui s'exacerbent pour le meilleur, parfois, parce que les nations résistent, on le voit très bien, pour le pire, quand c'est le fanatisme ou l'extrémisme. C'est très intéressant ce que vient de dire Nicolas Bavrez, parce qu'il voit la démocratie menacée par le populisme. Et moi, je vois la démocratie menacée par des gens comme Nicolas Bavrez, en fait. Je veux dire, qui je le dis gentiment, ça doit être l'une des personnes... Ça me rassure sur l'avenir de la démocratie, parce que je pense que la menace... Laisse-moi terminer. Je voudrais pas qu'il y ait malentendu. C'est certainement l'un des penseurs de la droite que j'agresse le moins sauvagement dans mon livre. Vous lisez quoi à travers lui? Je veux dire, en fait, la réalité, on est dans un monde qui entre en crise, où le niveau de vie baisse, où les inégalités augmentent à cause du libre-échange, et Nicolas Bavrez est là à nous dire il faut continuer. Mais évidemment, si les dirigeants continuent, évidemment le peuple va exploser. Évidemment, il va y avoir des menaces sur la stabilité des institutions. Nicolas Bavrez, justement, votre solution, c'est plus de libéralisme? Non, on confond aujourd'hui tout. Il y a une crise aiguë du capitalisme. Oui. Ce capitalisme, il va devoir muter et se transformer. C'est une crise globale, comme celle des années 30, on avait eu le modèle fordiste, comme celle des années 70. Après les années 70 et la stagflation, on a eu le retour à une norme plus libérale de fonctionnement du capitalisme. Cette norme libérale, elle est en crise, il va falloir donc la réformer. Simplement, quand on explique que c'est une crise le libéralisme, c'est pas le capitalisme. Il suffit de voir qu'aujourd'hui, il y a du capitalisme dans des États qui sont pas du tout libéraux, la Russie ou la Chine. Le libéralisme, c'est une philosophie politique qui repose sur l'équilibre entre l'autorité et la responsabilité sur des systèmes de balance de pouvoir. Autrement dit, le libéralisme n'a jamais été favorable à l'autorégulation des marchés. C'est de la philosophie politique très loin des réalités. La réalité, c'est le libre-échange, c'est la pression sur les salaires, c'est la montée des inégalités. Il faut accepter de parler de ce qui se passe. Il faut accepter de constater que les dirigeants, les élites sont prises dans une sorte de nasse idéologique pour des raisons sociologiques très complexes que j'analyse dans le livre. C'est ce qu'on fait depuis le début de la crise, Emmanuel Todd. Alors c'est vrai que, je veux dire, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la crise accélère énormément les hypothèses et les solutions qui sont envisagées dans mon bouquin. Il y a une sorte de... et là, je dirais que les gens comme Nicolas Bavrez, je me permets de dire ça parce qu'on s'entend bien par ailleurs, sont confrontés à un problème terrible. C'est-à-dire que, je dirais qu'idéologiquement, ils ont gagné dans les dernières années contre des gens comme moi. Mais maintenant, ils sont confrontés à un dernier et terrible adversaire, la réalité. Oui, mais ils ne peuvent pas vaincre la réalité. Nicolas Bavrez ne concède pas sa défaite. On l'a entendu depuis le début. Non, il a des arguments. Son vrai drame, mais non. Son vrai drame, c'est que idéologiquement, il est dans le camp des vainqueurs. Mais le monde se dérobe devant les vainqueurs. L'économie mondiale entre en crise. La déflation est là. Si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe froidement, il faut quand même être humble. Il n'y a pas de camp des vainqueurs.
aujourd'hui, quand on regarde la difficulté des problèmes, une crise que personne n'avait prévue sous cette forme-là, j'entends... Mais c'est pas vrai. Je veux dire, il y a partout des économistes hétérodoxes. Absolument. Mais je suis désolé. La crise immobilière Si vous prenez mon bouquin Après l'Empire, écrit en 2002, il y a une phrase où je prédis une panique boursière plumant les Européens, les Japonais et les autres. Tout a été prévu. Des krachs boursiers ont été vus et annoncés, des krachs immobiliers ont été annoncés. L'idée que le marché interbancaire et que le crédit s'arrête pendant 2 mois dans le monde développé, et pas seulement dans le monde développé, et qu'on ait une crise systémique des banques qui touche tous les pays avec cette brutalité, personne ne l'a annoncé. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vainqueur. C'est faux. Aujourd'hui, il faut... Gréau l'a annoncé, Jean-Rion l'a annoncé. On peut citer plein de noms. Enfin, sur les banques, c'est tout à fait inexact. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vainqueur, certainement pas de vainqueur. Aujourd'hui, il faut gérer une situation qui est extrêmement complexe, avec ces 3 crises qui se mélangent, le crédit, la bourse et puis l'immobilier, avec des mesures d'urgence et derrière la capacité à rétablir le fonctionnement normal des marchés et de l'état de droit. Il est en retard. Le problème, c'est l'économie réelle. C'est-à-dire que maintenant, on arrive au fond des choses, c'est que si vous laissez monter les inégalités, si tout l'argent va vers les riches, et si vous écrasez les revenus des gens normaux, vous avez un déficit de demande, la productivité, les gains de productivité ne peuvent plus être absorbés, et au final, vous avez une crise de surproduction. Juste cette dernière assise, il y a une grande erreur, c'est quand on distingue, si vous voulez, la séparation entre économie financière et économie réelle est une signification, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, on le voit très bien, le modèle économique, on avait d'un côté des pays qui s'endettaient, et ils s'endettaient pour consommer et pour importer. Et en face, on avait des pays qui investissaient pour exporter, c'était l'Allemagne et la Chine. Et les deux, le système mondial mêle les deux. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les théories du découplage qui disaient c'est les États-Unis qui vont être touchés et pas l'Europe, le Japon ou les pays émergents, ou alors qui disaient c'est la finance et ce sera pas l'économie dite réelle, tout ça, ça se révèle faux et on voit très bien aujourd'hui que l'économie réelle, c'est la récession et donc évidemment elle est touchée comme le reste. Nicole Bricq et Jean Arthuis, justement, est-ce qu'il faut plus de protectionnisme ou moins une autre forme de libéralisme? Jean Arthuis, Nicole Bricq. Écoutez, moi je veux bien commencer dans le débat fort intéressant qui s'annonce. Le capitalisme, il en a vu d'autres. Il a muté, je pense qu'il s'en sortira encore une fois, mais il y aura évidemment des perdants. Et le problème, c'est que les perdants, c'est toujours les mêmes. C'est effectivement les plus pauvres, et quand le riche va maigrir, le pauvre, il peut mourir. Mais il s'en sortira avec l'aide des États. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Et avec mon président de commission, nous participons à un groupe de travail commun avec les députés pour travailler sur ce sujet de la crise financière et des moyens d'en sortir. Mais je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est remettre l'économie dans le sens du réel, dans le bon sens. Quant au débat sur le libre-échange, vous avez fait référence à une motion soutenue par mon camarade Hamon. Je fais des réunions tous les soirs pour la mienne, qui est celle du pôle écologique, donc je connais les arguments. Mais je pense que le débat sur le libre-échange, il ne faut pas en faire un débat idéologique. Les échanges commerciaux, c'est beaucoup de pragmatisme, ce sont essentiellement des accords bilatéraux. Puis je voudrais faire remarquer que quant à l'idée du tarif extérieur commun à l'Union européenne, franchement, quand notre pays, les échanges intra-européens constituent quand même plus de 70% des échanges, la marge de manœuvre par rapport au libre-échange, elle est limitée et qu'en plus, il faut toujours faire attention aux réciprocités. C'est que quand on fait quelque chose donc vous n'osez pas dire, là vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas du protectionnisme européen. C'est ça que vous êtes en train de dire. Absolument. Voilà. Elle a le droit d'avoir cette opinion, Emmanuel Todd. C'est pour ça que la situation... C'est pour ça... Non, mais c'est très intéressant. Vous l'avez regardé, Emmanuel Todd. Jean Arthuis, alors on a annoncé aujourd'hui... Une de rétorsion serait pire. Vous êtes contre le protectionnisme européen, pour moi vous n'avez pas de programme. On a annoncé aujourd'hui, le gouvernement a dû réviser à la baisse sa prévision de croissance, l'augmentation des déficits, on va sortir des clous de Maastricht. Alors, si on essayait d'appliquer en France et en Europe le Yes We Can de Barack Obama, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, ne pas se raconter d'histoire. Je pense qu'on a vécu largement avec des propos assez anesthésiants.
Vous avez évoqué la démocratie, doutant de son effectivité. Le problème, c'est que la démocratie s'exerce généralement dans des espaces nationaux, alors que l'économie est devenue globale, mondiale, et qu'il nous reste à inventer la gouvernance mondiale. C'est très intéressant ce que je me permets de vous interrompre, mais parce que vous tombez pratiquement dans le thème de ma conclusion. C'est-à-dire ce que je dis, c'est que le vrai problème, c'est que l'espace démocratique ne correspond plus à l'espace économique. Mais ce que je dis, c'est que la réalité des échanges, il y a des phénomènes de globalisation financière à l'échelle mondiale, il y a des phénomènes de pression salariale à l'échelle mondiale. Mais le gros, de ce qu'a fabriqué la globalisation en termes d'échanges, c'est des économies régionales continentales, dont l'Europe. Et ce que je dis, c'est qu'il faut faire, pour sauver la démocratie, il faut ramener, il faut faire coïncider les espaces politiques et économiques dans un cadre européen, par le protectionnisme. Bon, cette crise... Je ne vous contredis pas, là. Je n'ai pas entendu que vous me contredisiez non plus. Voilà, c'est ça. Hein. Bon. Nous avons un exercice très intéressant auquel Nicole Bricq fait référence. Ouais. Nous avons constitué un groupe de travail, un groupe de réflexion sur la crise financière. D'abord, nous faisons le constat, nous les politiques, que les financiers, en termes de régulation, réglaient leurs préoccupations entre eux. On avait multiplié des comités d'experts, des comités professionnels. De temps en temps, on venait au Parlement parce qu'il fallait quand même un texte législatif. Et alors, ça prenait généralement la forme de lois d'habilitation parce que le gouvernement préparait du côté de Bercy les textes législatifs par ordonnance. Et très souvent, on a légiféré sans être vraiment capable d'expliquer à nos concitoyens les enjeux des textes que nous avions votés. C'était très technique. On a vu que dans ce marché exubérant, avec des taux d'intérêt très faibles aux États-Unis, qui ont déclenché une inflation folle des actifs immobiliers, des valeurs mobilières, de la valeur des entreprises. On a vu un monde financier, des marchés, qui se donnait pour objectif des rentabilités d'au moins 15% dans un monde dont la croissance était de l'ordre de 3 à 4%. Il est clair que ça ne pouvait pas durer éternellement, donc il y a eu crise immobilière, crise financière, crise boursière, qui forcément va impacter l'économie réelle. Donc je crois que tout ce que nous allons pouvoir faire au plan réglementaire, car je crois au capitalisme, je crois au libéralisme, mais nous avons besoin de règles. Alors, et la question est de savoir... ma question sur le protectionnisme européen. Et alors, d'abord, qu'est-ce que c'est concevable pour vous ? Moi, je pense que tous les pays ont pour mission de protéger leurs intérêts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les États vivent une espèce de concurrence extraordinaire, de dumping fiscal pour essayer d'attirer les assiettes fiscales. Regardez ce qui se passe au Luxembourg, par exemple. Est-ce qu'on est à l'heure du protectionnisme aujourd'hui ? Je pense d'abord qu'il faut avoir les moyens de son protectionnisme. Alors l'Europe a tous les moyens technologiques. Alors, si l'Europe existait politiquement, ce qui n'est pas le cas, l'Europe s'est donné une monnaie qui est orpheline d'État. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut en Europe, c'est le gouvernement économique européen. Mais quand on voit des sondages d'opinion, les gens sont favorables au protectionnisme. Est-ce que vous ne pensez pas que si on disait « on va vous fabriquer une Europe protectionniste », les gens seraient réconciliés avec l'Europe ? Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est que l'Europe soit cohérente. Et dans tous les espaces de négociation au plan mondial, je trouve que c'est extravagant d'avoir des cercles pour l'environnement, un autre pour le commerce, un troisième pour la stabilité financière. Il serait urgent de mettre en cohérence l'ensemble de ces préoccupations. Aujourd'hui, on poursuit des objectifs qui sont bien souvent contradictoires les uns par rapport aux autres. Et on a suscité des déséquilibres extraordinaires. Donc je pense que l'Europe est notre horizon politique. Ma crainte, c'est que les Européens ne soient pas prêts à assumer collectivement cette responsabilité. Et dans l'attente, eh bien, il va falloir que la France procède à un certain nombre de réformes structurelles pour être en situation d'assumer... Pour comprimer encore un peu les salaires ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais il m'arrive de penser que, en matière réglementaire, en matière législative, nous avons un édifice de lois et de règlements
qui sont en contradiction avec les enjeux de la mondialisation. Alors, pour aller dans votre sens, Emmanuel Todd, est-ce qu'une Europe protectionniste n'est pas nécessaire pour s'imposer face aux États-Unis et notamment Il ne s'agit pas de s'imposer face, c'est-à-dire parce que le protectionnisme tel que je le conçois doit être quelque chose de coopératif, ça doit être fait en concertation avec les autres. Finalement, maintenant tout le monde est dans la nasse, même la Chine risque d'être frappée. Donc il faut penser en termes de découplage des économies continentales dans un processus de concertation, mais en aucun cas ne penser ça contre les autres. Le but du protectionnisme, ultimement, ça n'est pas se protéger contre les autres, c'est faire cesser la pression sur les salaires, pouvoir rendre possible une relance de la demande intérieure qui, au final, au bout du cycle protectionniste, si vous avez une relance de la demande intérieure et de la consommation, vous avez une relance d'un autre genre d'importation. Donc il ne s'agit pas d'être contre. Aujourd'hui, il y a une contradiction dans les termes. Protectionnisme, par définition, c'est chaque fois qu'on l'a mis en place, il y a eu des mesures de rétorsion. Et donc, dans l'histoire, il y a quand même vous sous-estimez la puissance dans les transmissions de la crise des années 30, il y a eu les banques d'abord, ça on essaye et ensuite l'enchaînement des protectionnismes et des dévaluations compétitives. Vous vivez dans un passé recomposé qui n'est pas exact. Le commerce mondial a baissé des 3/4 dans les années 30 et ça a été une des mécaniques majeures de transmission de la crise. Aujourd'hui, si on veut, effectivement, c'est le truc banal, ce que nous sort Nicolas Bavrez, c'est le mythe habituel des ultralibéraux sur l'entre-deux-guerres. C'est une vision, je renvoie aux travaux de Jean-Luc Gréau, c'est une vision de l'histoire qui ne correspond pas à la réalité. Vous pouvez trouver des éléments très intéressants dans le passé. Nicolas Bavrez parle de la sortie de la Grande Dépression à l'époque aux États-Unis. C'est moi qui suis historien quand même, bien donc sûr. je ne me laisse pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ma question est celle-ci. Oui. Après la Grande Dépression aux États-Unis, les impôts des grosses fortunes avaient été fortement augmentés. Et aujourd'hui, Barack Obama dit qu'il veut faire la même chose. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une solution qu'il faudrait importer demain en Europe et en France face aux difficultés budgétaires? Là, il est certain qu'il faut faire ce qu'on a fait quand on a instauré l'impôt sur le revenu en France avant la guerre, juste après, pardon, la première guerre, il faut effectivement redonner de la progressivité à l'impôt. Ça, c'est clair. On ne peut pas. Il en a perdu, on l'a vu dans le paysage social qui reste aujourd'hui même par l'INSEE. La réalité du libre-échange généralisé au stade actuel, c'est qu'il supprime la capacité d'action interne des États. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez en interne, si vous n'avez pas quelque part une limite fixée au terrain de jeu, vous créez des situations, si vous faites du social, si vous faites de l'égalité, si vous augmentez les salaires des plus pauvres, vous créez un avantage compétitif pour la concurrence. Ne pas agir qu'on a mobilisé 4400 milliards de dollars aux États-Unis et 1800 milliards d'euros en Europe pour sauver les banques. Non. On peut être pour, on peut être contre, mais quand on explique, ce sont les États qui l'ont fait avec des mécanismes. Donc quand on explique, il y a deux erreurs fondamentales. D'abord, le libre-échange, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie. Il y a un tas d'autres choses qu'on peut faire en matière de budget, en matière de politique monétaire, en matière de... Et le libre-échange est un des leviers, mais certainement pas le seul. Et le protectionnisme n'est pas une solution. Deuxièmement, dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas agir, c'est tout simplement contraire aux faits. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a des États qui agissent. Dernier élément sur la comparaison entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, oui, il faut augmenter les impôts et il faut augmenter les impôts pour les riches. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le taux de prélèvement obligatoire aux États-Unis, alors qu'on a baissé les impôts, est limité à moins de 34% du PIB. En France, il y a le record de dépenses publiques dans le monde développé, 54%, et le record des prélèvements obligatoires à 45%. Donc, quand on explique qu'il faut regarder la différence des situations, et donc ça ne veut pas dire forcément qu'en France, il faut rien faire sur le plan fiscal, mais n'allons pas dire, parce qu'effectivement, les États-Unis relèvent de ça clairement, que c'est une solution qu'il faut importer dans des pays qui ont des structures totalement différentes. Et puis Jean Arthuis pourra peut-être, Nicole Bricq, apporter une conclusion. Écoutez, présenter les mesures de sauvetage des banques dans l'ensemble du monde par les gouvernants, c'est-à-dire ces gouvernants asservis à l'urgence financière, je veux dire, pompant ou inventant des ressources, etc. Je ne vois pas comment on peut présenter cet asservissement de l'État aux intérêts des banques et des riches comme de l'action. Ou alors, quel genre d'action? Alors, Jean Arthuis, on le sait, le gouvernement ne veut pas je pense que l'Europe baisser les impôts. Est-ce qu'il faudra... L'Europe, c'est le seuil de crédibilité. Les États-Unis peuvent se permettre d'être protectionnistes parce que les échanges extérieurs ne représentent que 10% du PIB. Chaque État pris isolément en Europe est soumis à peu près 30% de son PIB en échange extérieur. Ce qui compliquerait beaucoup un exercice de protectionnisme. C'est pour ça que l'Union européenne est la seule concevable. Vous évoquez la consommation comme le moteur de
la croissance, j'en doute. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de retrouver la compétitivité et donc d'appliquer une politique de l'offre et non pas de la demande. Aujourd'hui, lorsqu'on distribue, par exemple, de la prime pour l'emploi, on distribue 4,5 milliards chaque année. Je suis persuadé qu'on crée infiniment plus d'emplois en Asie qu'en France en distribuant ces primes. Ça, c'est la logique de la contraction, de la compression. Il n'est pas vrai que les États-Unis peuvent revenir plus facilement au protectionnisme. Ils ont un déficit commercial de 800 milliards de dollars. Pour eux, c'est très difficile. C'est une baisse de niveau de vie. Les Européens, c'est vrai que sur le plan organisationnel, l'Europe est divisée. Bon, j'arrête. Ah bah oui, faut arrêter parce que là, le débat était passionné, mais... Une addiction au crédit aux États-Unis. Alors, Emmanuel Todd, après la démocratie, chez Gallimard, et je rappelle, Nicolas Bavray, en route vers l'inconnu, vous étiez venu nous présenter cet ouvrage lors d'un autre débat économique dans le 18h qui avait été aussi passionnant. Merci à tous d'être venus ce soir. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, le portrait du sénateur Philippe Dallier. Puis après, l'émission Déshabillons-les avec Hélène Risser. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir.